Alors, que disent ces scientifiques depuis? Donc moi, finalement, j'en ai interviewé 62, virologues, parasitologues, infectiologues, mais aussi médecins, vétérinaires, épidémiologistes, anthropologues, etc. Ils ont tous en commun qu'ils sont excellents dans leur discipline, comme Serge Morand, mais qu'ils se revendiquent d'une science, je dis souvent un peu parapluie, chapeau, c'est-à-dire, en anglais, on appelle ça la disease ecology, l'écologie de la santé, hein, parce qu'ils disent que les activités humaines, anthropiques, comme on dit, hein, notamment de déforestation dans les zones tropicales, on va y revenir, sont la principale cause de l'émergence des maladies infectieuses d'origine zoonotique. Zoonotique, c'est-à-dire qui proviennent des animaux. Effectivement, quand vous vous penchez sur cette question, vous vous rendez compte, on est très branché sur la Covid-19, mais en fait, la liste est très longue depuis 50 ans. Sauf que nous, on ne l'a pas trop vu, nous, je veux dire les Occidentaux. Hein, on ne les a pas trop vus, mais il y a eu évidemment Ebola. Moi, j'étais au Gabon récemment, en Afrique, qui tue 90% des gens. C'est un virus aussi, hein, qui sont contaminés 90 fois plus que la Covid-19. Vous voyez, il y a aussi le Zika, le chikungunya, le premier SARS, le Nipah, etc., etc. Et le sida, parce qu'on a tendance à oublier que le sida était en 1980 une maladie émergente infectieuse d'origine zoonotique. Hein. On a déclaré qu'elle était émergente en 1980, mais on découvre dans le livre qu'en fait, ce virus qui provient de primates, n'est-ce pas, circulait depuis le 19e siècle, en raison notamment de la colonisation européenne dans les zones tropicales africaines, en abattant les arbres pour faire, par exemple, pour exploiter le bois, ou pour faire une voie de chemin de fer, comme on a vu au Congo, par exemple. Eh bien, les hommes ont été en contact avec ce virus d'origine zoonotique d'un primate. Le virus a circulé de manière très diffuse et à bas bruit pendant des décennies, parce que vous savez, c'est ça la caractéristique des virus. Hein. Pour qu'ils passent d'un animal aux humains, il faut qu'ils transitent souvent par un animal intermédiaire et qui s'adapte, qui mute, pour enfin pouvoir se transformer en pandémie. Ça se passe pas très, enfin, ça prend du temps. Hein. Et ce qu'on comprend, c'est que je vais vous donner un exemple d'un virus qui résume à lui seul les 3 facteurs principaux qui sont à l'origine de toutes ces pandémies ou épidémies dont je viens de parler. C'est l'histoire du virus du Nipah, ça se passe donc en 1997. On déforeste sur l'île de Bornéo pour mettre des monocultures de plantation d'huile de palme. Et les chauves-souris qui vivent dans cette forêt tropicale sont obligées de s'enfuir. Alors moi, depuis que j'ai fait ce livre, je suis tombée amoureuse des chauves-souris. Hein. Pas que des chauves-souris, d'ailleurs, des renards, enfin bref, de plein de bêtes dont on voudrait se débarrasser. On a bien tort, vous allez voir pourquoi. Et donc, ce qu'on sait, c'est que les chauves-souris, ce sont des animaux absolument extraordinaires. Hein. C'est les seuls mammifères volants. Et pour pouvoir faire cette prouesse, elles ont développé un métabolisme exceptionnel, notamment maintenant une température élevée. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Vous allez lire mon livre, de toute façon. Voilà. Pas trop de détails quand même, parce qu'après... Bon, bref. Et donc, ça leur permet d'être bourrées de virus ou de parasites, par exemple, sans tomber malades. Elles sont des porteurs sains. Sauf que quand on les stresse parce qu'on détruit leur habitat, comme dans mon histoire, elles se mettent à excréter les virus dont elles sont porteuses. Là, j'arrive, je vous ai dit, d'Atlanta, de l'université Emory. Justement, un chercheur travaille là-dessus. J'ai vu plein de caca de chauve-souris dans des petits tubes et dans lesquels ils ont mesuré les hormones du stress dans des différents endroits où on avait déforesté, au Costa Rica, etc. Et quand elles excrètent, évidemment, elles peuvent contaminer des animaux qui sont là. Hein, et donc, ça peut faire un premier hôte intermédiaire. Dans mon histoire, ce sont des chauves-souris frugivores. Elles mangent des fruits parce qu'il y a des insectivores. Il y en a qui ont besoin de sang, vous savez. Ça donnait l'image de Dracula. Là, en l'occurrence, elles mangent des fruits. Elles se rabattent sur les côtes de Malaisie où on a implanté une monoculture de manguiers pour l'exportation au milieu de fermes porcines industrielles. Qu'est-ce qui se passe? Les chauves-souris crèvent de faim, elles mangent les mangues. Évidemment, il y a les mangues tombent, vous voyez, enfin, ou elles urinent. Enfin, dessous, il y a les cochons. Qu'est-ce qu'ils font, les cochons? Eh bien, ils sont contaminés par un nouveau virus qui vient d'une chauve-souris. Et ça, c'est génial, parce que si vous voulez humaniser un virus qui vient d'une chauve-souris très rapidement, le meilleur hôte intermédiaire, c'est le cochon. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun avec les cochons. Déjà, 95% de nos gènes, ça fait beaucoup. Et ça veut dire aussi que l'adaptation dont je parlais tout à l'heure se fait très facilement entre le cochon et l'homme.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la grippe H1N1, on parlait de grippe aviaire porcine, parce que quand elle passe par la case cochon, ben c'est bingo, pandémie assurée, parce que le passage du cochon à l'homme est très rapide. Donc, les cochons tombent malades, mais malades, boum, 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 hein, ils meurent. C'était de très grands élevages industriels à ciel ouvert. Les ouvriers agricoles qui travaillent dans ces fermes industrielles tombent malades et meurent. Le virus tue 70% des gens. C'est comme la Covid, ça donne des problèmes pulmonaires, sauf que c'est 70 fois plus mortel. Et ensuite, ironie de l'histoire, ces cochons, on est en Malaisie, on ne mange pas de cochons, parce que c'est un pays musulman, sont destinés à l'exportation, à être abattus à Singapour pour ensuite être exportés vers la Chine. Là, vous avez les 3 facteurs principaux qu'on retrouve toujours dans l'émergence de maladies infectieuses. La déforestation, les élevages industriels qui servent d'amplificateurs, et puis la globalisation, c'est-à-dire le fait que les virus peuvent voyager en bateau, enfin très rapidement. Alors, la déforestation, c'est quoi? Alors pourquoi? Si je peux me permettre. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. C'est normal, il y en a beaucoup là où il y a une grande biodiversité, d'accord? S'il y a beaucoup d'animaux sauvages, une faune importante, c'est là qu'il y a aussi une grande diversité de micro-organismes, parmi lesquels des parasites, des virus ou des bactéries. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que potentiellement, il y a plus de dangers dans les forêts tropicales. Sauf que quand nous les humains, nous cassons une forêt pour faire une route, pour exploiter des mines, du pétrole, comme j'ai vu au Gabon où j'étais récemment. J'ai vu aussi des milliers de chauves-souris, c'était très impressionnant, dans des grottes. Enfin, vous verrez dans le film, très intéressant. Pour faire de la monoculture de soja transgénique de ma compagnie préférée qui s'appelle... Ouais, Monsanto. Comme j'ai vu en Argentine, au Brésil ou partout, j'ai filmé, on déforeste pour mettre du soja qui va nourrir les élevages intensifs européens, ou pour faire de l'élevage. Hein. Eh bien, quand vous faites ça, eh bien, déjà, vous faites intrusion dans cet univers où il y a potentiellement beaucoup d'agents pathogènes, et vous rompez l'équilibre qui existait dans cette forêt tropicale. Et ça, c'est absolument capital dans le livre, hein, c'est au cœur du livre, en fait. Les scientifiques ont montré que quand on est dans une forêt tropicale où l'homme n'est pas intervenu, tous ces agents pathogènes dont je vous parle, ils agissent à très bas bruit, ils ne sont en fait pas du tout un danger, n'est-ce pas? Mais quand en revanche on rompt cet équilibre, c'est là qu'il y a un danger. Et l'équilibre, c'est ce que je viens de filmer aux États-Unis pour la maladie de Lyme, là. J'en arrive donc, deux scientifiques américains qui sont intéressés à la maladie de Lyme. Vous savez qu'il y a une maladie transmise par des tiques, n'est-ce pas, qui peuvent être infestés. Donc, pour pouvoir transmettre la maladie de Lyme, il faut qu'ils soient infectés par une bactérie dont les réservoirs, donc les porteurs sains, ce sont des rongeurs. Et eux, ils ont démontré que quand on est dans une forêt non fragmentée, hein, forêt américaine non fragmentée, dans cette forêt, eh bien, il y a le réservoir de la bactérie qui peut infecter les tiques et donc les humains, qui est une espèce de rongeur très particulière qu'on appelle les souris à pattes blanches. Parmi cette grande famille des rongeurs, il n'y a que la souris à pattes blanches qui est le réservoir de la bactérie aux États-Unis. En France, ce sera d'autres rongeurs, mais c'est le même mécanisme. Et ils ont constaté qu'en fait, quand la forêt n'est pas fragmentée, il y a toute une communauté d'animaux qui coexistent avec les souris à pattes blanches, qui sont donc minoritaires, vous me suivez? Il y a d'autres rongeurs qui ne sont pas des souris à pattes blanches et qui font partie de ce qu'ils appellent dans la grande famille des rongeurs de la catégorie des rongeurs spécialistes. Les rongeurs spécialistes, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui mangent un certain type d'aliments. Et quand on fragmente une forêt, c'est les premiers à disparaître parce qu'ils n'ont plus leurs ressources alimentaires. En revanche, ceux qu'on appelle les généralistes, comme son nom l'indique, ce sont des rongeurs qui se reproduisent très vite et qui mangent n'importe quoi, y compris du soja transgénique de Monsanto, quand on a rasé la forêt. Vous voyez, ils sont vraiment prêts à tout. Et il se trouve que dans la grande coévolution, enfin, etc., tout ça est bien expliqué dans le livre, eh bien, les spécialistes ont une longue durée de vie, se reproduisent beaucoup et portent beaucoup de maladies. Donc, quand on fragmente une forêt aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Les rongeurs spécialistes disparaissent.
Les autres mammifères ont tendance aussi à disparaître parce que, par exemple, vous avez des écureuils qui vont disparaître parce que la forêt est trop fragmentée, ou les prédateurs des rongeurs, les renards disparaissent. Vous voyez ? Et donc, en fait, on va réduire la biodiversité, ça réduit la biodiversité de la parcelle qui a été fragmentée, et vont proliférer les souris à pattes blanches. Vous comprenez ? Et en fait, ils ont démontré, et depuis ça a été démontré pour plein de maladies, notamment vectorielles, le paludisme, etc., mais aussi pour d'autres maladies, hantavirus, etc., que la biodiversité réduit le risque. Vous avez compris ? Parce que quand il y a une larve ou une tique qui attend, là, sur une herbe accrochée, là, comme je viens de filmer aux États-Unis, que passe un mammifère ou un oiseau pour faire son repas sanguin, elle ne va pas attendre une souris à pattes blanches. Elle prend ce qui passe. Mais si ce qui passe, c'est que des souris à pattes blanches, parce qu'il n'y a plus d'autres rongeurs, il n'y a plus d'écureuils, il n'y a plus de renards, etc. Il n'y a plus d'opossums. Les opossums, non seulement quand ils sont piqués par une tique, évidemment, ne sont pas du tout réservoirs de la bactérie, mais en plus, ils les mangent, les tiques. Donc, ils nous débarrassent. Voilà. Eh bien, au final, vous augmentez le risque infectieux. Ils ont démontré que plus la parcelle de forêt est petite, plus le nombre de souris à pattes blanches est élevé et plus le nombre de tiques infectées par la bactérie est élevé. Donc, la biodiversité, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution, en fait. La biodiversité dilue le risque infectieux. Et c'est vrai pour, je vous dis, de nombreuses maladies. Il ne faut pas croire que... Il faut comprendre ce que je viens de vous décrire. Donc, il faut arrêter de détruire les forêts tropicales. D'accord ? Et c'est d'ailleurs aussi bon pour le climat, vous avez compris. Parce que finalement, les mêmes causes anthropiques qui provoquent le dérèglement climatique, c'est aussi celles qui provoquent la destruction de la biodiversité et c'est aussi celles qui augmentent le risque de nouvelles maladies. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la destruction de la biodiversité chez nous, et ça c'est aussi le cœur du livre, c'est le chapitre 5, nous rend plus vulnérables aux effets des virus qui ont émergé parce que nous avons détruit la biodiversité dans les zones tropicales. Vous m'avez suivi ? Là, je vais faire très court, mais c'est quand même très important. Pour moi, ça a été une découverte, vraiment. Il y a des chercheurs, vous verrez, qui ont montré comment, quand des enfants naissent dans un environnement où il n'y a pas de biodiversité, où ils ne sont pas confrontés aux microbes, les vieux amis, comme on dit en anglais, les old friends des hommes, de l'humain. C'est-à-dire n'importe quoi. Il faut qu'ils crapahutent à quatre pattes, qu'ils se prennent les mains dans la terre, qu'ils mettent des vers de terre, qu'ils aient un chien, un chat, qui touchent des plantes. Tout le contraire de ce qu'on nous a baratiné depuis des années, l'hygiène. Voilà. Alors, qu'est-ce que montrent les études ? Eh bien, par exemple, aux États-Unis, plusieurs études ont montré que quand vous êtes enfant et que vous naissez dans une ferme bio, c'est super parce que tout se remet dans le bon ordre. Vous allez voir la suite. Ferme bio, ça veut dire que les vaches paissent. Elles mangent de l'herbe, ce qui est tout à fait naturel pour une vache, dit en passant. Voilà. Et il y a du lait non pasteurisé, c'est-à-dire un petit peu de bactéries dans le lait. C'est bon. Et il y a du foin. Et quand les enfants, entre 0 et 2 ans, vous verrez, les études sont très précises, donc il ne faut pas rater le coche quand on a des bébés, entre 0 et 2 ans grandissent dans cet environnement, ils n'ont jamais d'asthme, ils n'ont jamais de problèmes d'allergie alimentaire, d'intolérance alimentaire, qui sont des choses devenues de plus en plus courantes. Et ils n'ont pas d'excès inflammatoire. Et en fait, ce qu'on démontre, c'est que quand on grandit tout petit dans un environnement très biodivers, on a un microbiote bien plus riche qui nous met à l'abri de tous les excès inflammatoires et donc des allergies. Et vous voyez où je veux en venir ? Qui c'est qui meurt aujourd'hui de la Covid-19 ? Ce sont les facteurs de comorbidité. C'est quoi les facteurs de comorbidité ? J'étais aux États-Unis là. Et le nombre de morts, absolument, je ne sais même plus combien ils ont passé les 300 000. Non. Non, 300 000 c'est Brésil. Ce sont les obèses, par exemple. Et l'obésité est un problème endocrinien en partie, parce que si vous avez en plus des perturbateurs endocriniens, tout ce que j'ai démontré dans mes films et livres précédents, mais si en plus vous avez vécu, parce que c'est le cas quand on est obèse aux États-Unis, souvent on est pauvre, souvent on vit dans des quartiers bétonnés où il n'y a que de la malbouffe autour, etc., eh bien vous mourrez de la Covid-19. C'est-à-dire que les facteurs de comorbidité sont liés à ce dysfonctionnement du microbiote. Et ça c'est très intéressant parce que ça explique pourquoi en Thaïlande, par exemple, où je dois aller bientôt dès que les frontières sont ouvertes pour retrouver Serge Morand, il me disait encore il y a 3 jours, 80 millions d'habitants, 1000 morts. 1000 morts. Vous voyez ?
presque la même population que nous. J'étais au Gabon, 2 millions d'habitants, 130 morts de la Covid. Et en fait, les études montrent que dans les campagnes, pas dans les villes, parce que dans les grandes villes, les grandes métropoles, qu'on soit une métropole, on soit à Libreville, à Atlanta, à Paris ou n'importe où, eh bien, il y a une uniformisation des modes d'alimentation, etc. On a les mêmes problèmes d'asthme, d'allergies alimentaires, etc. Mais à la campagne, dans les villages gabonais, dans les villages thaïs, où les gens vivent dans une grande biodiversité, ils ont un système immunitaire qui les met à l'abri des excès inflammatoires et donc des formes graves de la Covid-19. Là, Serge Morin m'expliquait qu'il a prélevé le sang de 800 villageois thaïlandais. Ils ont tous des anticorps, donc ils ont eu la Covid-19. Ils ne sont pas tombés malades et encore moins morts. Tout ça pour vous dire que, ce que disent les scientifiques là, ils disent que nous sommes rentrés dans la 4e transition épidémiologique de l'humanité. Bon, la première, c'est quand on est sorti d'Afrique, il y a 150 000 ans, avec un fardeau d'agents infectieux, de virus qui provenaient d'un ancêtre primate commun. On en a attrapé de nouveau en se déplaçant pour coloniser l'Asie, l'Europe. Première transition épidémiologique. La deuxième, c'est au néolithique, quand on a fait on a l'agriculture, etc., et l'élevage. On ne s'imagine pas à quel point le fait d'avoir domestiqué des animaux sauvages a fait qu'on a échangé avec ces animaux un grand nombre de virus. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Hein. Voilà, ça c'est la deuxième transition épidémiologique. La troisième, c'est les grandes conquêtes européennes, le commerce, les routes de la soie, etc., qui faisaient que les rats qui sont originaires d'Asie montaient dans les cales des bateaux et emmenaient la peste en Europe. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est celle dans laquelle nous sommes, qui est caractérisée par un double fardeau sanitaire. Le premier, ce sont toutes les maladies chroniques que j'ai décrites par ailleurs dans Notre Poison quotidien, Le Monde selon Monsanto, le Roundup face à ses juges, et qui font beaucoup de morts dans nos familles, hein, n'est-ce pas? Les cancers, les maladies neurodégénératives, etc. Hein, et ça, c'est la première chose. Et deuxième fardeau sanitaire, le risque infectieux qui va, et là j'en viens à votre question, qui va continuer à augmenter, c'est évident. Moi, les scientifiques me disent que si nous ne changeons pas notre rapport à la nature dans les zones tropicales et chez nous, c'est-à-dire en gros, si on n'arrête pas de déforester là, dans les zones tropicales, si on n'arrête pas de bétonner chez nous, partout, comme on fait en ce moment, hein, pour faire tout ce qu'on veut, des parcs, des center parks, des Europa City et des contournantes et des parkings et des je ne sais même plus quoi dire, voilà, eh bien, nous allons vers de très graves problèmes sanitaires parce que la destruction de la biodiversité, c'est la clé. C'est-à-dire que d'un côté, elle permet à des agents pathogènes de sortir du bois parce que nous les faisons sortir, mais elle nous rend aussi, chez nous, plus vulnérables à ces effets des virus. Donc voilà. Alors, si on ne change pas de cap, ils nous disent que nous sommes entrés, et ils pensent que nous sommes déjà entrés dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de pandémie, et une ère de confinement chronique. Donc ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. On est d'accord? Et moi, je les ai interviewés il y a un an et demi, et tout ce qu'ils m'ont dit à l'époque est absolument confirmé quand je vous regarde tous avec votre masque sur le visage et votre vaccin dans la poche. Et voilà, ça va durer, ça va durer. Et ça va durer. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que d'autres arrivent derrière, beaucoup plus dangereux.